Bonjour à tous les trois. Carmen Munoz Dormois, vous êtes la directrice recherche et développement aval chez EDF. À vos côtés, Quentin Minier, qui est ingénieur prospective à l'ADEME. Vous allez nous présenter différents scénarios possibles pour décarboner. Et puis donc José Maillet. D'ailleurs, tout de suite, Quentin Minier, pour rentrer dans le vif du sujet, quels sont les 4 leviers pour décarboner l'industrie manufacturière française ? Bonjour, ça marche bien, on m'entend? On vous entend Oui. parfaitement. Très bien, alors il y a 4 leviers, mais d'abord il y a un levier aussi zéro. On a beaucoup parlé, je pense déjà de sobriété, d'évolution des modes de vie. Donc sur l'industrie, il y a d'abord des niveaux de production qui évoluent, et ça va être lié à l'évolution des modes de vie, à la durabilité qui va être mise en place dans l'ensemble des secteurs, le bâtiment qui va évoluer, les matériaux qui vont se transformer. On va avoir une évolution au sein de l'industrie des niveaux de production en fonction de l'industrie. Mettez bien votre micro près de la bouche, voilà. Comme ça, on vous entendra encore mieux. Merci. Et ensuite, on a 4 leviers de décarbonation qui concernent directement les sites industriels. Un premier levier qui est un levier d'efficacité énergétique, où on va chercher à faire de la performance sur nos chaudières, on va chercher à faire de la performance sur les processus industriels, consommer moins d'énergie. Un deuxième levier d'efficacité matière, en fait, qui rejoint les leviers de niveau de production, puisque ça veut dire qu'on va incorporer d'autres intrants matière, des intrants en matière recyclée et d'autres intrants qui vont avoir une empreinte carbone plus faible. Et donc, on va avoir un impact sur les niveaux de production d'industrie qui vont être en amont. Ensuite, un troisième levier qui va être le levier des mix énergétiques, dont on va parler. Des mix énergétiques, donc ça veut dire passer à la biomasse, passer à l'électrification. Une fois qu'on a un mix énergétique qui est décarboné. Et enfin, le quatrième levier, en dernier recours ou lorsque c'est nécessaire, on va directement capter le CO2 en sortie des usines pour le stocker géologiquement, que ce soit sous la mer ou sous terre. Donc nous, à l'ADEME, on a fait 4 scénarios justement qui s'appellent Transition 2050, qui mettent en pratique ces 5 leviers sur le secteur industriel. Donc on a un premier scénario S1, génération frugale, qui explore davantage le levier de sobriété, où les niveaux de production vont être beaucoup changés. Un scénario 2 de coopération territoriale, dans lequel l'action publique permet d'avoir beaucoup plus d'efficacité, justement, efficacité énergétique, matière, et aussi de la sobriété. Un scénario 3 où on a une décarbonation de l'industrie qui repose sur l'offre énergétique, donc beaucoup la décarbonation du mix électrique, et un scénario 4 où on fait un pari technologique sur le captage de CO2. Carmen, José disait qu'il y avait déjà des entreprises qui commençaient cette décarbonation. EDF en fait partie, justement. Comment EDF décarbone son parc de production électrique et produit de l'hydrogène vert ? Première chose, on ne commence pas. Ça fait depuis des années qu'on est très décarboné. Et il y a quelque chose, et je remercie José pour son excellente présentation, c'est qu'on n'arrête pas de parler d'électricité, comme si l'électricité était un problème à décarboner. Or, l'électricité ne représente que 25% de l'énergie finale qui est consommée en France. Et que l'urgence climatique, c'est de se débarrasser des fossiles. Donc, il faut arrêter de croire que parce qu'on plante une éolienne ou on met des panneaux photovoltaïques, si on continue de consommer des fossiles à outrance, on a les graphiques qu'on a vus tout à l'heure. Donc, on rajoute un tout petit peu de renouvelables et on continue, tralala, avec du gaz, avec du charbon, avec du pétrole. Donc, vraiment, si on veut lutter contre les réchauffements climatiques, la priorité, qu'on ne doit pas oublier, c'est se débarrasser des énergies fossiles. Alors, pour se débarrasser des énergies fossiles, donc évidemment, il faut passer à des énergies non fossiles. Donc, on peut les faire avec de la biomasse, mais attention, la biomasse n'est pas une solution qui va remplacer les charbons, les pétroles et les gaz dans les quantités que vous avez vues dans les graphiques. Donc pareil, on entend plein d'acteurs, la biomasse va tout résoudre. Vous additionnez tous ceux qui veulent utiliser de la biomasse et vous pyrolysez la forêt française et européenne. Donc attention, ça ne résoudra pas tout. Il y a aussi l'électrification. L'électrification,
moyennant qu'on ait une électricité décarbonée. C'est là où je viens à EDF. On a fait les choix de décarboner notre parc. On s'est doté d'une mission. On est devenu une entreprise à mission avec une raison d'être. Et donc, en fait, on a fait les choix de s'appuyer sur du nucléaire et sur des renouvelables. Mais il faut être conscient, et ça, José le disait tout à l'heure, que ce soit les nucléaires ou les renouvelables, ça se voit, les éoliennes, les photovoltaïques, les centrales nucléaires. Et quand on ne planifie pas et qu'on ne fait pas les bons choix pour développer cette électricité décarbonée dont on va avoir besoin, on voit ce qui arrive dans d'autres pays, et ce qui s'est passé par exemple l'hiver dernier en Chine, c'est qu'à la dernière minute, si on n'a pas planifié, qu'est-ce qui est pratique pour s'échauffer ou pour climatiser quand on n'a rien? C'est tirer du charbon, lignite aussi, ça peut les faire dans certains pays, ou du gaz, du pétrole. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Donc il est très important d'avoir une vision long terme et planifiée, plus encore quand on a un CO2 qui reste longtemps dans l'atmosphère. José Maillet, quand on a vu les différents scénarios possibles au niveau de la production industrielle, comment les industriels peuvent se positionner dans un contexte de baisse de production? Quels seraient les modèles économiques à inverser? Alors, c'est assez compliqué parce que c'est très sectorisé. Vous avez des pans entiers de l'industrie qui, pour être décarbonés, vont avoir beaucoup à faire. Et notamment pour ce qui est de l'industrie lourde. Donc il y a un rapport du Shift Project qui est en cours, qui est sorti, qui traite vraiment de ces sujets-là, comment faire pour décarboner l'industrie sans la saborder. Les éléments de réponse, c'est à trouver dans les différents rapports qui ont été publiés, qui sont d'excellente qualité l'année dernière, en 2021. Vous en avez 3 notamment qui sont tout à fait pertinents. Il y a décarboner l'économie, j'en parlais à l'instant, du Shift Project. Décarboner l'industrie étant un des morceaux. Vous avez ce rapport de l'ADEME aussi, Transition 2050, on vient d'en parler. Et il y a un autre scénario qui mérite d'être ausculté, c'est celui de Negawatt, qui est sorti à la même période. Il faut savoir que Negawatt, ça a été une association militante anti-nucléaire pendant très longtemps, qui a décidé de transformer progressivement sa structure en faisant des sciences et en allant chercher le savoir. Et aujourd'hui, elle publie des rapports qui sont tout à fait précieux. Et les 3 leviers qui sont mis en place, qui sont proposés par ce scénario-là de Negawatt, c'est à la fois de l'efficacité énergétique, donc c'est déjà faire en sorte qu'on ait un mix qui soit moins carboné. C'est également travailler sur la sobriété, qui est un sujet qu'on aime peu, mais je reprends l'exemple de la bassine tout à l'heure. Si vous voulez faire de la sobriété, si vous voulez baisser les émissions de CO2, vous avez 2 solutions dans cette baignoire. Soit vous augmentez le diamètre de la bonde, et dans ce cas, vous pouvez continuer à émettre beaucoup de CO2, soit vous réduisez en amont les émissions de CO2. Réduire les émissions de CO2, c'est pas forcément de la compensation, c'est faire en sorte de baisser en valeur absolue les émissions de CO2. Donc, comment est-ce qu'on fait ? C'est pas si simple en effet, mais c'est le deuxième point. Et le troisième, c'est les renouvelables. Et mine de rien, les énergies renouvelables, elles doivent arriver non pas pour ajouter dans le système de l'énergie, mais pour substituer la part des fossiles qui, par exemple, aujourd'hui, sert à la mobilité. La mobilité demain, elle ne doit plus utiliser de fossiles. Mais c'est la porte de sortie actuelle, c'est l'électrification. Et si l'électrification, c'est avoir beaucoup plus de centrales nucléaires, c'est une stratégie possible, mais une autre, c'est aussi de l'accompagner avec du renouvelable. Donc ça ne veut pas dire mettre plus de renouvelables tout en continuant la croissance sur les fossiles, ce qui est exactement ce qui est en train de se passer, mais c'est le faire comme un remplacement, ce qui se traduit également aussi par une forme de sobriété, notamment un sevrage sur les fossiles. Quentin Minier, dans les scénarios de l'ADEME, j'aimerais qu'on ouvre un peu sur l'international. Est-ce que vous avez pris en compte les évolutions des imports-exports, également aussi les relocalisations? Alors, cet aspect-là de réindustrialisation, on entendait Anaïs faire bien la distinction entre réindustrialisation et relocalisation, n'est pas une compétence propre de l'ADEME. Néanmoins, on ne peut pas ignorer ce genre de mouvement. Donc, dans nos scénarios, dans nos 4 scénarios, on a fait des sensibilités, on a fait différents scénarios de réindustrialisation, de relocalisation, avec un scénario 2 dans lequel on fait des relocalisations ciblées sur certains secteurs, dans les transports en particulier, terrestres, maritimes, et dans le secteur des métaux. Dans le scénario 1, on a aussi un effort de préférence pour le Made in France, qui vient cette fois-ci de la part du citoyen, qui n'est pas organisé par les pouvoirs publics. Et à l'inverse, dans les scénarios 3 et 4, on a une poursuite des tendances dans le scénario 3, et même une intensification de la mondialisation dans le scénario 4, donc qui pose des questions effectivement sur notre stratégie industrielle, et qui, finalement, à travers ces différents
ces différents scénarios, on pose la question, est-ce qu'on est capable en France de produire assez pour nos besoins? Est-ce qu'on est capable, ou est-ce qu'on a besoin d'aller plus ou moins vers l'importation, et est-ce qu'elles vont être carbonées ou non? Carmen, allez-y, José. Je voulais faire un petit point d'éclairage sur la relocalisation des industries lourdes, parce qu'on a parlé tout à l'heure de ces industries lourdes. Si on prend sur la filière de l'énergie, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que si par exemple demain on remet en place des productions d'huile de lithium, on fait des sites Céveso au carré. C'est tellement violent, la production d'huile de lithium, que l'Australie, qui pourtant a quand même des grands espaces où il n'y a personne, ne le fait pas. Elle exporte sa poudre de lithium à destination de la Chine, qui va ensuite créer une huile de lithium qui pourra être déposée sur les anodes et les cathodes des batteries qui sont utilisées, notamment dans les voitures, mais pas que, dans toutes les batteries que l'on utilise qui fonctionnent au lithium. Donc si c'est pour développer des filières qui sont extrêmement dangereuses de cette manière-là, certes, avec beaucoup d'innovation, on est peut-être en capacité de ne pas avoir des sites Céveso monstrueux, mais est-ce qu'on est en capacité, au niveau des populations, et puis techniquement, de se lancer dans ces projets-là? Ce n'est pas certain. Donc ça veut dire aussi qu'il faut passer par une relocalisation d'industries qui sont acceptables sur un territoire à forte densité. Et par exemple, je donnerai juste un exemple, mais le gaz, aujourd'hui en Algérie, est en déclin. Et je travaille avec un gros acteur du gaz actuellement qui m'expliquait que finalement, le solaire thermique est moins cher au kilowattheure que le gaz. Mais les investissements qui ont été mis en place, qui sont engagés sur 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, font que de toute façon, on ne va pas rajouter maintenant des investissements et on va continuer de pomper la manne que l'on a. Mais on pourrait imaginer dans un développement planifié à l'échelle nationale qu'on aille aussi sur des solutions qui seront certainement moins performantes qu'en Algérie parce qu'on a moins de soleil, mais enfin on a quand même un bassin du sud qui a tendance à être plus ensoleillé qu'auparavant. On pourrait l'utiliser aussi pour du solaire, non pas photovoltaïque mais thermique, qui permet le stockage. Alors c'est une option, mais quand on regarde les coûts aujourd'hui en Algérie, eh bien c'est clairement gagnant. Donc il y a aussi des leviers comme ça pour éviter de faire de la relocalisation d'industries qui sont par définition inacceptable à la fois par les populations et par la densité de notre territoire. Je vous voyais hocher de la tête, Carmen. Alors, moi, je voudrais évoquer concernant la réindustrialisation et plusieurs points. Bon, donc, il y a un premier point qui est celui de l'empreinte CO2. Et ensuite, on va parler d'autres empreintes des Français. Et, donc, il y a aujourd'hui la stratégie nationale bas carbone qui définit la trajectoire de décarbonation de la France, qui est actuellement en train d'être mise à jour. Donc, ces scénarios de décarbonation. Et le Haut Conseil pour le climat a pointé un biais, c'est que cette stratégie, elle est faite en émission directe et pas en empreinte. Et donc, il y a quelque chose qui pourrait être néfaste pour l'industrie française et européenne, c'est de raisonner en émissions directes et donc de baisser les émissions en désindustrialisant, en achetant des produits qui sont produits ailleurs et qui ne rentrent pas du coup dans les émissions directes de la France. Donc ça, c'est quand même une fallacie. Donc je vois des fois des gens qui disent « mais oui, génial, on baisse nos émissions ». Lisez les rapports du Haut Commissariat pour le climat, vous verrez que les émissions importées ont augmenté, les émissions directes ont baissé. Et ça, c'est des effets directs de la désindustrialisation. Le deuxième point, c'est la notion d'empreinte. Ça a été évoqué tout à l'heure avec ces questions d'analyse cycle et de vie. Alors, toute activité a un impact. Il n'y a rien qui n'a pas d'impact. Et dès qu'on bouge, on crée des impacts autour de nous. Donc, toute industrie, toute activité, énergétique ou pas, a un impact. Et donc, là, c'est intéressant d'avoir une approche type ACV et de regarder, en fait, que tout a des avantages et des inconvénients. C'est quelque chose dont vous avez parlé des scénarios de l'ADEME, des scénarios des négawatts. Bon, négawatts, je les critiquerai parce qu'il a plein de biais. Et donc, sur le nucléaire. Il y a les scénarios du RTE qui ont été aussi publiés, qui apportent justement une analyse, un début d'analyse d'impact. Et il faut savoir, bon, déjà, les fossiles, gaz compris,
donc c'est bon pour votre client, il faut s'en débarrasser, sachant que c'est hyper rentable en ce moment, ils s'en mettent plein les poches, c'est quand même les projets qui rapportent les plus. Donc on peut parler des finances durables, mais il faudrait regarder comment rendre non durable aujourd'hui la finance qui finance les fossiles. Et quand on raisonne en empreinte, déjà, si on regarde les CO2 et si on regarde le monde de l'énergie, donc il reste les renouvelables, hydraulique, solaire, photovoltaïque, les nucléaires qui n'émettent pas de CO2. Et en fait, les impacts sont très différents. Donc, sur les nucléaires, on occupe peu d'espace, la densité énergétique est très forte. Et si on regarde les solaires, l'éolien, en fait, on a une densité énergétique qui est bien moindre. On a besoin de plus de sols, on a besoin de plus de matières. Et en fait, quand on regarde des impacts sur l'eutrophisation, par exemple, ou sur l'émission des particules, les équilibres sont différents. Donc, il faut avoir une vision un peu holistique et un peu planifiée pour prendre en compte tous ces impacts et pour préparer une transition qui est durable et qui ne désindustrialise pas et qui n'ignore pas ses effets des biais sur d'autres impacts. Merci beaucoup à tous les trois. On va maintenant partir en mer avec Clément Lessort et Damien Seguin. Merci à tous les trois.